Bonsoir à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Les petites questions de base pour voir que tout le monde est là, reçoit 5 sur 5, le son, l'image, que tout soit bon avant de débuter. Super. Merci en tout cas à tous d'être encore présents ce soir. Et bien sûr, tous ceux qui sont 4 à 10 fois plus nombreux à nous suivre en redifféré, question de temps et d'organisation. Donc quand même, merci à eux. Je sais que c'est pas toujours évident de suivre les webinaires aux heures qui sont mises. Donc je rappelle, le lundi à 20 heures et le jeudi à 20 heures également, vous avez ces deux webinaires qui sont donnés chaque semaine. Et les liens qui vous sont donnés, ce sera toujours les mêmes. Donc, je vais regarder pour paramétrer un mailing pour que vous recevez un message type avec toutes les indications nécessaires. Mais maintenant, vous saurez que les liens du lundi et les liens du jeudi sont les mêmes. Maintenant, il vous faudra donc suivre les indications également sur nos réseaux sociaux. Là, sur Facebook, on a un groupe, plusieurs groupes même avec les formations trading avec Eric Lévesque qui nous donne justement des cours gratuits. Il aura un groupe, il a un groupe secret également qui demande simplement une petite une petite cotisation, si vous voulez, uniquement de 22 € par mois. Donc ça, il vous expliquera plus en détail lors de ces webinaires. Et lui, il donne gratuitement un webinaire par semaine. Hein, on vous donne le lien chaque semaine parce que ça peut être un jour différent. C'est pas forcément le vendredi. Pour l'instant, il nous a donné le vendredi, mais avec son emploi du temps, il ne peut pas forcément donner le vendredi. Donc ça peut être aussi un autre jour de la semaine. Voilà pour les premières informations. Euh, concernant les... Je vais juste passer... Voilà. Normalement, est-ce que tout le monde devrait voir l'écran de mon back-office? Je vais mettre de côté le chat. Parce qu'en général, vous êtes tellement concentrés qu'il n'y a pas beaucoup de questions au début. Je m'excuse juste 2 minutes. Excusez-moi, un petit contretemps. Là, j'ai juste dû couper le micro. Concernant les statistiques de cette semaine, niveau macroéconomique, aujourd'hui, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien de spécial sur le lundi. Comme vous avez pu voir, il y a juste ce soir un speech pour la Banque du Japon. Ça peut influencer un petit peu peut-être sur l'USD-JPY. Il faudra être vigilant par rapport à ça. Ça a dû se passer il y a 15 minutes. Mais les speeches, il faudrait juste que je regarde au fait. J'étais en train de regarder pour le webinaire. Voilà. Actuellement, vu qu'il y a le speech, pour l'instant, l'USD-JPY est en train de chuter un petit peu. Il y a pas une grosse, il y a eu un petit mouvement baissier sur les 10 dernières minutes, si jamais pour info. Je reviens juste sur mon écran de base. Il y aura simplement demain, il faudra bien faire attention, pardon, au speech de Draghi à 11 heures du matin. Hein, il y aura le speech de Draghi. Donc, vous savez que les speeches des présidents de la BCE, il peut avoir un impact qui est assez fort, hein, que ce soit haussier ou baissier sur l'euro. Donc, moi, je toujours prévenu de faire très attention quand Draghi parle, parce que ça bouge beaucoup, avec surtout quand vous placez des stop loss ou des take profit. Je parlerai surtout pour les stop loss. Pourquoi? Parce que des fois, c'est une petite explosion dans un sens et après ça revient dans un autre sens. Que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc, simplement faites attention où vous êtes positionné. Il y a du mouvement potentiel quand Draghi parle ou quand il y a des résultats qui sont importants, surtout quand vous avez ici les trois petits ronds. C'est la priorité importante, c'est que là, il y a du mouvement sur le marché potentiel. Donc, demain, c'est le PIB attendu de la croissance allemande, hein, à 8 heures du matin déjà.
si jamais. Il faudra garder un œil sur l'inflation. Toute baisse qui est probable d'ailleurs devrait peser sur l'euro. Le consensus prévoyait 1,5% en octobre. Il est resté stable par rapport à septembre. Et plus tard, à 11h, comme je vous l'ai dit, il y aura le speech de Draghi. Il n'y aura pas grand-chose d'autre, si ce n'est le produit intérieur brut également à 11h. Mercredi à 8h45, l'INSEE publiera l'inflation du consensus et prévoit 1,2%, stable par rapport à septembre également. Et jeudi, nous aurons l'inflation sur l'ensemble de la zone euro à 11h et le consensus stable sur 1,4%. La BCE a toutefois prévenu qu'il faut s'attendre à une baisse autour de la fin de l'année. Pour ce qui est des statistiques US, mardi à 14h30, il faut garder un œil sur les prix de la production d'octobre. Mercredi, on aura l'IPC global du mois d'octobre qui est attendu avec une baisse de 2% contre 2,2% précédemment. Et nous aurons en même temps à 14h30 les ventes au détail principal. Toujours à 14h30, nous aurons l'indice manufacturier, l'Empire State Manufacturing, attendu à la baisse à 26 contre 30,20 en octobre. Et les stocks de pétrole auront ensuite leur impact à 16h30, d'autant plus qu'avec ce qu'il se passe en Arabie Saoudite, comme je vous ai parlé la semaine passée, en ce moment, le prix du baril, s'il évolue fortement au cours des prochaines semaines, pourrait impacter le pétrodollar. Donc c'est assez tendu au niveau Arabie Saoudite en ce moment, hein. Comme je vous avais expliqué la semaine passée, il y avait un petit raz-de-marée qui s'était passé, il y a eu un milliardaire qui s'était fait arrêter, il y a eu plusieurs députés ou autres politiciens, il y a eu passablement de mouvements de leur côté. J'ai pas plus suivi que ça ces informations parce que ça me touche pas directement, mais j'ai juste pris note globale, je l'ai entendu, je l'ai suivi de loin, on va dire. Et jeudi à 14h30, on aura l'indice manufacturier de Philadelphie pour le mois de novembre. Là encore, il faudra anticiper le recul à 24,1 contre 27,9 précédemment. Et à 15h15, on aura la production industrielle du mois d'octobre. Une statistique qui a perdu son sens étant donné que les multinationales produisent de nos jours dans les pays pauvres. Et vendredi, il faudra surveiller les mises en chantier, les délivrances de permis de construire. Les chiffres devraient rester stables si on croit le consensus. Une semaine qui est relativement calme. Demain, il faut retenir qu'il y a deux speeches. Il y a le speech à 11h de Draghi et de la Fed également pour ce qui est États-Unis. S'il y a d'autres speeches dans la semaine, il y a également le 17 à 9h30. Il y en a un deuxième. Donc, les speeches sont toujours très importants sur le marché. Il y a beaucoup de volatilité. Donc, faites vraiment très attention. C'est pas comme les nouvelles qui sont attendues et anticipées souvent. Les discours sont vraiment aléatoires. On ne peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Donc, faites très attention, surtout pour le 14 et le 17. Maintenant, on va attaquer directement sur la MT4 les paires principales euro, USD, JPY et GPB, USD. Après, on fera un petit tour de table et on va regarder également les comptes PAM. Et après, je vous montrerai une petite surprise sur la fin. J'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, chose que je vous avais parlé il y a 1 ou 2 webinaires en arrière. Juste que vous me laissez une seconde et demie pour partager mon écran. Là, je suis sur un compte démo parce que ce soir, je vais, après avoir analysé avec vous les différentes paires que je vous ai précitées avant, on va regarder ensemble comment ça se passe justement pour les marges disponibles, les fonds, etc., les lots, fermeture partielle,
une petite révision, hein, vite fait, ce soir, qui va nous prendre un petit peu de temps quand même. Mais c'est une petite révision. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Et je profite, vu que je suis aussi en live sur Facebook et que cette vidéo, elle est enregistrée également sur YouTube par Eric, par Eric, par Elevesque, pardon, Olivier. Elle sera disponible donc sur YouTube dans quelques heures. Et c'est important pour moi de faire cette révision pour que vous puissiez avoir les bonnes bases, pour avoir les bons éléments sur votre trading, comment analyser vos performances, comment avoir de bonnes performances. Bon, vous voyez, là, je suis sur un compte démo, ça veut juste rien dire parce que j'ai un compte à 10 000. Je suis à 680 $ de gain. Pourquoi? Parce que j'ai simplement ouvert 10 lots sur le Bitcoin pour vous montrer que ça peut aller très, très vite. Par contre, vu que je suis hedgé complètement sur les autres positions, c'est un simple ça me prend beaucoup de marge par rapport au Bitcoin. Là, j'ai 0,05. Là, c'est juste rien du tout. Mais par contre, là, j'ai 10 lots ouverts. C'est ça qui me fait le gros gain, au fait, tout simplement. Mais on regardera ça. Au pire, on peut regarder le Bitcoin vite fait aussi aujourd'hui si on a le temps. Donc, je prends l'euro USD. Actuellement, on est à 1,1660. Donc, on est toujours sur notre niveau de résistance. Hein, comme vous pouvez le voir ici, je vais le remettre. Hop. Vous voyez, là, on est sur notre niveau de résistance, hein, même sur H1, mais si je le mets sur le daily, ça sera beaucoup plus haut. C'est pour ça que je vous le mets sur H1, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Hein, le 1,1660, 1,1680, il reste toujours en place. Il y a eu un espèce de épaule, tête-épaule, hein, qui est en train de se former. Il y a, malgré la hausse potentielle de l'euro, c'est pas impossible qu'il remonte. Je vais juste remonter l'autre. C'est pas impossible qu'il remonte. Maintenant, moi, je peux te dire que il peut remonter éventuellement, comme vous voyez sur les canaux haussiers, les canaux obliques ici. On peut remonter jusqu'à un 18, c'est pas impossible. Surtout que là, on voit qu'il est en train de reprendre un petit peu. On est au beau milieu, hein, on est au beau milieu de notre canal. Maintenant, il va se décider. Il y a une moyenne mobile aussi juste dessus. On a des niveaux aussi juste dessus. Maintenant, c'est soit que s'il casse ces niveaux, on peut se rejoindre vers les 1,17, mais tant qu'on n'est pas au-delà des 1,17, pour moi, on va dire, je ne m'exciterai pas sur le haussier de l'euro. Pour l'instant, malgré tout ça, on reste sur un canal baissier et bien baissier. L'objectif est d'aller quand même vers les 1,15 à court terme. Hein, on est je vais vous expliquer tout ça, mais l'objectif est quand même les 1,1550, 1,15. Ça va prendre du temps, je pense, parce que là, on se bagarre depuis quand même passablement de jours. Hein, si vous voyez, hein, tout le nombre de jours qu'on a tapé ici à 1,1660, c'est vraiment indécis. On a tenté d'aller un petit peu en bas, c'est remonté. On s'arrête de nouveau. On était même remonté un petit peu plus haut il y a quelques temps en arrière, hein, presque un 16,8. Un 16,8, on s'était arrêté très proche des 1,17. Ça avait recassé directement dessous. Maintenant, on est vraiment au beau milieu. Si vous voyez l'opportunité pour l'euro USD en vente, on n'est pas trop mal placé actuellement, mais il y a vraiment une possibilité qu'on aille vers chercher ces 1,17, voire peut-être un peu plus haut. C'est pas impossible. Mais sachez une chose, ça me fait un petit peu rire, c'est le Bitcoin là qui s'enflamme là. Ça va tellement vite quand on a des positions qui sont tellement grosses. Sachez une chose, c'est que quand vous faites des positions, si vous avez dans la tête que vous allez faire du court terme, vous prenez un buy sur l'euro USD par exemple, vous allez payer du swap. Si vous prenez de l'euro USD en vente, vous ne payez pas de swap. Le swap, c'est le taux d'intérêt entre les deux monnaies. On ne paye pas. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. Quand vous faites des positions court terme, si vous vous trompez et puis que vous laissez la position aller pendant des jours, vous allez perdre du swap et vous allez perdre de l'argent en attendant que votre analyse de base
reviennent juste. Ce qui fait que vous allez prendre beaucoup de risques parce que votre swap va vous coûter cher au bout de quelques jours. Suivant certaines positions, ça peut aller vite, hein, c'est 30-40 centimes des fois par jour, des fois c'est 2 centimes, mais avec le mercredi, comme vous savez, c'est x3. Donc quand vous avez le x3, bah, ça peut, si c'est 40 centimes par jour, c'est $1 que vous prenez facilement dans les dents. Donc ça peut aller vite, et surtout si vous êtes sur une petite position pour aller chercher un petit gain. Donc ce genre de stratégie-là, c'est entre guillemets à proscrire. Pourquoi? Parce que vous perdez dans le swap, vous gagnez peu d'argent et vous prenez un risque. Donc si votre analyse est sur du court terme et que ça ne fonctionne pas, bastez. Vous fermez cette position et vous revenez plus tard s'il faut, vous la reprenez plus haut, de nouveau dans le même sens que vous avez prévu, mais vous, au moins vous prenez pas plus de pertes que tant. Ou alors vous hedgez. Le hedge, c'est un buy-sell. Vous voyez comme ici, 25, 28, il n'y a que 3 dollars d'écart. Mais au moins, vous ne perdez pas plus et votre marge, elle n'en pâtit pas. Donc, il y a différentes stratégies à avoir. Et si vous êtes sur du long terme, le swap, entre guillemets, on s'en fout. Parce que quand vous faites du long terme, vous allez chercher du gros gain. Ça veut dire que quand vous êtes sur du long terme, par exemple, c'est vous étiez ici et vous allez chercher ici. On a tapé le haut du canal baissier, on va chercher le bas du canal baissier, que ce soit ici, ici ou ici. Vous êtes entré à un niveau clé, vous sortez à un niveau clé, vous prenez le temps d'attendre, même s'il y a une remontée, vous ne paniquez pas parce que vous attendez un niveau clé et ça va prendre du temps. Et même si ça prend du temps, l'euro USD, comme je vous ai dit, il n'y a pas de swap parce qu'il est positif pour le trader. Donc, même si ça prend du temps, c'est pas grave. La seule chose qui compte, c'est d'avoir du solde. C'est ça qui compte. Donc, on ouvre intelligemment des positions longues. Si on est sûr, même par exemple le Bitcoin qui coûte de l'argent en swap, le Bitcoin, si vous êtes sûr qu'il va monter, vous voyez, même si ça coûte très cher, ça peut coûter très cher, mais vous êtes largement gagnant en gain de toute manière. C'est peut-être $1 le lot par jour, $1,50 ou $1,30 le lot par jour. Et là, il y a 10 lots, ce serait $13. Mais sur $13, vous faites 7, 800, 900 $1,000 en l'espace de quelques minutes pour quelques points. Vous voyez, 6 350, il y a même pas 100 points et il y a $750. Donc, c'est au prorata de votre position, bien sûr, mais c'est aussi sur votre long terme. Ça veut dire que si vous allez faire du scalp, ce qui est court, en général, le scalp, vous fermez avant la fin de la journée. Sinon, c'est plus du scalping. Normalement, le scalping, c'est in-out, in-out. Vous rentrez, quelques heures après, vous êtes dehors. Ça peut durer sur la journée, mais la journée, vous n'avez pas de swap si vous fermez avant la clôture de la journée. Donc, c'est important. C'est important, ainsi vous serez moins stressé. Et il y a plusieurs paires qui sont dans le positif. Je prends juste du temps là-dessus parce qu'il y a beaucoup de commentaires par rapport à ça. Et vous allez simplement sur les infos que vous avez sur les spécifications et normalement, on doit le voir. J'ai plus l'habitude d'aller sur le portable. Non, il n'y a pas marqué ici. C'est marqué flottant. Alors, si vous avez l'application iPhone ou pour votre téléphone, l'application MT4, vous allez simplement sur l'application MT4 et vous mettez info et vous avez les positions longues et les positions courtes, short. Et ça vous dit combien il y a justement, vous allez payer de spread. Et s'il est en négatif, s'il y a un moins, c'est contre vous, entre guillemets. Et si c'est plus, c'est pour vous. D'accord? Donc, il y a ce moyen-là d'aller voir le spread que vous allez payer pour éviter d'avoir des mauvaises surprises parce que sur certaines paires, peut-être que c'est à cause que je suis sous le démo ici, je sais pas, mais c'est parce que sur certaines paires, vous avez un swap qui est énorme. Et sur d'autres, vous avez quasiment rien du tout. Par exemple, l'USD CAD, si vous êtes en buy ou en sell, c'est pas du tout pareil. L'USD CAD, vous allez payer peut-être 2 centimes la position par jour pour, je sais plus si c'est le buy ou le sell, et pour l'autre, vous allez payer peut-être 40, 50 centimes. Il n'y a que 2 centimes à payer l'autre par jour. C'est pour ça que je vous dis, choisissez vos opportunités.
à moins que vous êtes sûr et certain que vous avez le temps et puis que vous allez faire du long terme et puis que le swap pour vous c'est pas important parce que vous allez chercher du gros gain. Mais si vous êtes du scalping, ne durez pas une semaine, 2 semaines sur votre position qui de base était du scalping. Bref, je ne vais pas passer la soirée là-dessus, mais c'était important quand même de vous expliquer ça. Donc, l'euro USD qui bloque sur les 1,1680. Ça a rebondi sur les 1,1555 et ça faiblit pas, mais ça freine. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir si ces 1,1660 casse et se dirige vers les 1,1680. Si on casse les 1,1680, ce qui est nécessaire d'ailleurs pour renforcer le biais haussier, on doit casser ces 1,1680 pour aller déjà vers les 1,17 et vers la résistance des 1,1720 dans un premier temps. Alors que le biais haussier reste en place au-dessus des 1,1620, donc c'est ce qui est le cas actuellement, hein, puis vous le voyez, on est encore là dans la possibilité, ben là je suis sur du daily, hein, on est dans la possibilité d'aller chercher encore plus haut. Une cassure en dessous pourrait relancer, donc en dessous des 1,1620, ça pourrait relancer le mouvement baissier en direction du prochain support des 1,1580. Et là, il faudra casser à nouveau ces 1,1580 pour pouvoir aller vers les 1,1550. Alors le calendrier économique d'aujourd'hui a été assez pauvre, ça a fait quoi? Ça a renforcé aujourd'hui la consolidation de l'euro USD. Il y a de gros rejets haussiers depuis plusieurs jours, oui, mais on casse pas. Ça reste, si tu regardes depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur 12 jours, on a maximum été à 1,16,8. Maximum. Et on est resté dans cette range-là. Donc, pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Même si on reste dans le haussier, ça reste en baisse. Alors, où j'en étais maintenant? Alors, à court terme, comme j'ai dit, mais ça c'est pour du court terme. Si on reste en dessous des 1,1620, on passe à 1,1625, 1,1615 par là, on peut aller vers les 1,1575, 1,1580 à court terme. Par contre, à la hausse pour du court terme, c'est ce qui est le cas actuellement. Pour faire du 1,1675, on n'est encore pas, il faudrait encore 10 points pour aller vers les 1,1680 et ensuite vers les 1,17. Ça, c'est pour du court terme. Alors ouais, le hedging, pourquoi pas sur ce coup-là, parce que ça va là bien sûrement monter à un 16,80, un 17. Il y a des bonnes chances, mais comme je te dis, là, moi, je vois la moyenne mobile qui est juste dessus, là, qui fait vraiment un 16,8, hein, elle est pile dessus, elle va faire son boulot, à mon avis. Et il faudrait vraiment qu'on la casse pour aller à ce moment-là chercher le point de pivot à un 17. Puis après, on a encore la moyenne mobile à un 17,20, comme à un 17,25, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, à long terme, et ça c'est ma stratégie, c'est du long terme. On notera également la figure du retournement baissier épaule tête épaule, qui a été validée le 26 du 10. Et elle restera valide tant que l'euro USD ne repassera pas au-dessus du seuil psychologique des 1,17. Notons par ailleurs que cette figure épaule tête épaule laisse entrevoir un objectif final théorique à 1,1250. Donc si on regarde la vue d'ensemble de la stratégie sur l'euro USD, c'est clairement baissier. Maintenant, on n'est pas loin de pouvoir avoir de se faire contrecarrer, on va dire, mais pour moi, c'est trop risqué de passer à l'achat. Déjà de 1, comme je l'ai expliqué, on paye du swap. Puis en plus, si on se trompe, il faudrait laisser attendre, etc. Ou alors couper les positions, ça fait des pertes. Maintenant, il y a la solution c'est on laisse monter, on vend, ou on se positionne déjà maintenant, mais pour moi c'est un petit peu risqué parce qu'on est au milieu, mais on est quand même bien positionné parce qu'on est sur le canal baissier ici, mais on n'est pas à l'abri que ça monte à un 17. Donc maintenant, moi je laisserai monter vu qu'il est un petit peu en force actuellement. Hein, on voit c'est plutôt en force actuellement. Après, il faut analyser, comme je vous l'ai toujours dit, hein, sur H1, etc. plus bas, chose que je ne le fais pas avec vous.
question de temps, parce que je parle beaucoup, donc il faudrait beaucoup plus de temps, et on le fera peut-être une fois, que sur une paire, parler que de ça. Et donc voilà, pour l'instant, moi, ce que je ferai, c'est que je laisserai remonter et après, je passerai en vente. Donc, possibilité des 1,17, voire 1,1725. Et après, bien sûr, 1,1770. C'est pas impossible, hein, et c'est toujours pas impossible qu'on redescende après parce que le canal baissier, vous voyez où il est. Hein. Le sommet du canal baissier, il est à 1,18 actuellement. Après, c'est sûr, plus le jour passe, plus ça descendra, mais actuellement, on est sur du 1,18. Donc voilà, moi, je suis short sur l'euro USD, ça c'est clair, net et précis. Maintenant, j'attends patiemment parce qu'il suffit d'être positionné, éviter d'être positionné trop bas, c'est bien. Après, bon, c'est sûr qu'on pouvait croire à la cassure quand on était près des 1,16, que ça allait enfin casser pour aller chercher notre bas du canal. C'est ce qui s'est pas passé. On a bloqué à 1,15,5. Hein, on voit ici hein, sur le niveau du support ici, on voit qu'on a bloqué 1, 2, 3 fois. Maintenant, il a été testé 3 fois. Et je pensais que ça allait casser plus bas. Et ben non, c'est remonté un petit peu. Et je pense qu'il y a une bonne possibilité que là, si ça casse pas, ça va descendre méchamment, mais méchamment. Hein. Là, si ça casse pas à la hausse, franchement, moi, c'est ce que je prévois comme scénario. Et puis, y a de l'argent à se faire, il y a des points à prendre parce que ça va descendre vraiment bas parce qu'il n'y a rien en dessous. C'est vraiment le néant. Hein. On est monté tellement haut que les prochains, ça va se situer. Vous voyez, on peut aller chercher facilement les 1,15 et après descendre à 1,14, 1,13, etc. Donc, il y a vraiment de l'argent à se faire sur l'euro USD, mais pour l'instant, voilà, on est un petit peu en position délicate parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite correction haussière. Maintenant, le GPB USD. GPB USD. Alors, le GPB USD, on a bien rigolé, entre guillemets, hein, si on peut parler comme ça, sur le GPB. On avait annoncé qu'il allait monter à 1,32. Moi, j'avais dit à 1,31,88. Ah, il s'est arrêté à je crois qu'il a cassé les, juste voir. Il a cassé quand même les 1,32. Hein, il a été le plus haut à 1,33. Hein, il a été plus haut. Donc, moi, je suis sorti après, quand je suis arrivé objectif, je suis sorti, j'ai pris le gain et après j'ai plus trop suivi. Mais maintenant on voit il a fait quoi? Il a chuté, il est monté, il a chuté et ouais, il s'est arrêté chaque fois sur ce niveau-là. Ici, ici, on est remonté, c'est là qu'on a fait le gain et après hop, on est redescendu. D'ailleurs, j'espère que Michael t'es sorti au 1,32 là. Qu'on avait discuté ensemble, toi tu allais chercher plus loin que moi. J'espère que tu es sorti quand même de ton gain là, parce que tu as dû faire une belle position. Ah, tu es sorti, ça me rassure. Tu as dû faire un beau gain d'ailleurs, non? Ah, plutôt, ah, dommage. T'as pas été chercher les 1,32? Pourtant, je t'avais dit hein, que ça allait à... Ah, tu pouvais pas. Il y a eu une belle correction baissière, c'est vrai, mais les 1,32, il y avait voilà, des belles chances qu'on aille de nouveau chercher. Et après, vous voyez, hein, ça a bloqué une fois ici, 2 fois là, pam, ça descend. Ensuite, ça bloque une fois ici, 2 fois là, hop, ça remonte. C'est C'était presque ça, c'est presque des coups classiques. Hein. On voit qu'on bute sur des supports et des résistances et ça fait des bottoms et des doubles tops et du coup, hop, on descend et ça se casse la figure et hop, ça remonte, etc. Donc voilà, la paire du GPB USD, elle souffre beaucoup pour 2 raisons. La première des raisons, c'est qu'il y a d'énormes inquiétudes au sujet du Brexit. Il y aurait des informations que l'Union européenne étudie des scénarios qui sont justement d'échecs de négociation. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on en entend parler, hein, qu'il y a des échecs sur les négociations. Et, et justement, c'est pas très bon pour l'instant pour la paire. Il y a le chef des négociations qui a précisé, bien sûr, que c'est pas l'option qui est envisagée. Mais maintenant, voilà, ça fait longtemps qu'on en parle de ce Brexit et on n'est toujours pas arrivé à bout.
Et en plus de ça, il y a l'affaiblissement politique qui est de plus en plus flagrant par rapport à Theresa May, et ça pèse beaucoup aussi sur la livre sterling. Alors là, maintenant, il faut bien regarder. Là, c'était l'occasion de reprendre. Là, il y a plusieurs jours en arrière. Hein, maintenant, on est de nouveau pile sur la moyenne mobile. On s'arrête de nouveau sur la moyenne mobile. Donc, pour moi, dans ce contexte, hier soir, il y avait le gap baissier à 1,3169. Ensuite, la paire, elle a poursuivi sa chute. Elle a marqué un creux à 1,30. Et en cassant également le support à 1,3080. Maintenant, en cas de poursuite de la baisse, le prochain objectif, il serait à 1,3045. C'est le creux des 2 et du 3 novembre, à 1,3045. De nouveau, hein, c'est un petit peu plus bas. On revient par ici en bas. C'est le creux ici. Il faudrait arriver à 1,3045 avant le seuil psychologique des 1,30. Par contre, un retour au 1,31, ce qui est le cas actuellement, ça annulerait les possibilités de baisse à court terme. Je dis bien à court terme. Donc maintenant, si on maintient ces 1,31, ce qui a l'air d'être le cas, vous voyez, on est pile sur la moyenne mobile, on est bloqué. Si on tient là, ça peut annuler le scénario baissier à court terme. Donc là, on est sur un niveau clé. C'est pour ça qu'on pourrait très bien repartir à la hausse si on bloque justement sur ces 1,31. Et sur l'USD JPY, alors l'USD JPY, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a eu une petite chute avec le discours. Maintenant, on est un petit peu quand même baissier là, mais attention tout de même. Pourquoi? Parce que le niveau, si j'arrive à le montrer, j'arrive pas. Le niveau qu'on est ici, vers les 1,1344, ça correspond au niveau du 50% de la Fibonacci. Donc, on a fait notre 50%, c'est pas impossible d'aller au 60%. 60% qui est un peu plus bas, c'est les 113. Et les 76%, 112, 67, un peu plus bas. Pour moi, malgré qu'on a baissé un petit peu maintenant ces derniers jours avec l'USD JPY, vous connaissez un peu ma version, hein, l'USD JPY, c'est une monnaie qui est quand même forte. C'est sur du long terme. Moi, je la vois toujours bullish. C'est pas une monnaie qui va faiblir. Elle peut faiblir. On a vu, on est descendu à 107, mais elle se ressaisit toujours. Elle se ressaisit toujours. Maintenant, c'est clair qu'elle a buté hein, sur les 114,8 quand on a été dessus. Bah voilà, on était un peu haut, donc on est bien monté. On a fait un gros rallye. Hein, faut bien dire ce qui est. On est quand même parti des 111 pour aller à 114,8, presque à 115. C'est énorme hein, comme rallye haussier. Maintenant, il y a une petite phase de correction et après, on pourrait s'attendre à justement que ça reparte pour aller chercher les 114,50 et les 115. Donc, pour l'instant, c'est assez flat. Hein, de nouveau sur le USD Yen, on voit qu'on est de nouveau un peu comme l'euro USD. On est sur une partie un petit peu identique ces derniers jours. On se bagarre toujours sur cette zone-là. Il y a pas grand-chose à faire si ce n'est d'attendre pour ceux qui sont à l'achat et ceux qui sont bien positionnés. Comme vous voyez maintenant, on est sur une moyenne mobile, on est sur un pivot. On est proche, on a tapé la 50% il y a 2 jours en arrière sur le niveau des 50% de la Fibonacci. Maintenant, vous voyez, il est quasiment nul le dernier jour, là, vendredi, et lundi, très peu de mouvement. On est bloqué entre deux. Je rappelle qu'il y a la hausse des taux d'intérêt qui est prévue pour la fin de l'année. Ça va quand même, ça devrait pousser le dollar à la hausse. Il y a quand même beaucoup d'informations qui amènent à dire que le dollar va reprendre des couleurs. Maintenant, ce que je dis là, c'est bien sûr de la théorie. En pratique, on verra ce qui va y arriver.
Et le l'USDJPY, c'est la même chose. Vous êtes à l'achat, vous pouvez laisser courir votre position, vous ne perdez rien en swap. Si vous êtes en vente, par contre, faites bien attention quand vous ouvrez ou le temps que vous ouvrez, car vous payez du swap avec l'USDJPY en vente. Donc voilà, c'est comme ça que, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez que quand vous êtes sur du buy, et ben bon, là je suis sur un compte démo, on voit pas, mais quand je suis sur du buy, vous payez pas de swap et puis vous pouvez laisser la position aussi longtemps qu'il vous plaît, ou alors que votre compte justement tienne. Quand on peut pas, on ne fait pas, et on ne fait pas du long terme si on n'a pas le compte adéquat. Maintenant, on va justement parler un petit peu, juste parler du Bitcoin. Du Bitcoin. Donc pour rigoler, je dis ça pour rigoler, mais j'avais annoncé un petit peu une belle chute là sur le Bitcoin qui semblait être évidente. Juste mettre sur du daily. Voilà, elle semblait évidente parce qu'on avait atteint un point haut et puis on avait tellement monté. J'avais de la peine à me positionner ces derniers temps sur le Bitcoin parce que j'avais trop peur justement de cette cassure. J'avais vraiment trop peur de cette cassure. Elle faisait peur parce que je me suis dit, le jour où, si vous regardez le Bitcoin, là je peux pas vous montrer parce qu'on verra rien, mais si vous regardez le Bitcoin depuis le début de l'année, chaque fois qu'il a eu des gros rallyes haussiers, il a corrigé à peu près 30, 34, 35, 36% à chaque fois. C'est pour ça que sur Facebook, je vous ai dit, j'ai calculé le 35% du point haut. J'ai pas été chercher midi à 14 heures, j'ai arrondi à 7900 francs, à 7900 dollars et j'ai fait le 35% et ça donnait 5175, je crois, de tête, c'est ce que j'avais marqué. Mais j'y croyais pas vraiment parce que je me suis dit, mais c'est énorme cette correction. Et en quelques jours, en 4 jours, poum, on a été chercher, on est descendu le plus bas à 5488. On s'est arrêté pile sur on s'est arrêté pile sur le canal. On n'est pas descendu jusqu'en bas, c'est dommage parce que d'un côté, plus on descend, plus c'est sympa parce qu'après on peut racheter des positions très basses et on sait que ça se corrige assez rapidement. Donc c'est toujours intéressant. Donc voilà, il y avait une belle opportunité et Bitcoin il coûte cher quand on se trompe. Et c'est pour ça que je peux pas vous induire trop. Moi j'avais dit ne prenez pas n'attendez pas forcément les 5175 là, mais par contre, j'avais dit les 5500, on avait fait même un petit concours en dessous, on avait dit les 6000, c'est sûr et certain, enfin c'était quasiment sûr et certain, on va aller les chercher. Et après, on pouvait se faire avoir, pourquoi? Parce qu'on a cassé. On a été à 6004, on est descendu et on est remonté. Et après, il a recassé de nouveau. Vous voyez, on est remonté, mais on a recassé. Je sais qu'on a été au 6007 de nouveau, et après on a recassé de nouveau plus bas. Donc ça a été un petit peu traître. Et quand il y a cette belle baisse là, il fallait la laisser finir. Et elle n'est pas totalement finie, parce qu'on voyait, on est monté, on a touché notre oblique, et ça se dégonfle de nouveau. Et on s'arrête où? Vers la moyenne mobile. Enfin, on s'arrête, on s'est pas encore arrêté, mais on est juste sous la moyenne mobile. Et là, on a été chercher le canal oblique. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. J'ai essayé d'aller regarder avec la Fibonacci également. Ça correspondait au 100%. Là, la Fibo, j'ai pas réussi à trouver un bon quelque chose. Ça m'a rien donné. C'est rare, mais bon, voilà. En tout cas, ça m'a rien donné sur ce coup-là. J'ai essayé aussi une autre tentative sur du plus long terme pour aller chercher ça correspond au 38%, mais on s'est même pas arrêté, donc c'était même pas ça. Mais voilà, maintenant, on a tapé le canal, ça remonte, on est bloqué par la moyenne mobile, on est venu taper ici le milieu du canal. Maintenant, on n'est pas fini. On n'a pas fini, on n'est pas sorti d'affaires pour autant. On n'est pas sorti d'affaires pour autant, mais, moi je pense que maintenant, si on tient le cap là avec les 6000, si les 6000 tiennent bon, on peut facilement, les 6000, 6005 tiennent bon, on peut repartir vers les 7000, et cette fois-ci, on va aller casser les 8000. Il avait besoin, le Bitcoin,
comme j'ai toujours dit, c'est les montagnes russes. Quand vous cassez un mur, vous donnez un coup fort à la masse, et au bout d'un moment, vous avez besoin de reposer, vous avez besoin de force pour casser ce mur. Et ben là, c'est la même chose. Il a bloqué sur un mur, il reprend son souffle, et il peut encore peut-être redescendre un peu plus bas, hein, c'est peut-être pas forcément fini, mais il va aller rechercher ses 8000. Alors quand on traite de Bitcoin, il faut avoir un compte solide pour se permettre justement de, si d'un coup on a ouvert par ici à l'achat et puis que ça se dégonfle, eh ben, il faut pouvoir supporter cette baisse parce que c'est des centaines de points qui partent par jour et un point égale $1 par lot. Comme vous voyez, là, ça va vite. On était passé à 200, 300 $, après à 1000, ça bouge beaucoup. Bon, là, je suis sur 10 lots, c'est extrême. Donc voilà, pour vous dire un petit peu le Bitcoin, on est haussier toujours, mais attention toujours à ces corrections. Ne tradez jamais le Bitcoin sur des points hauts. Quand on arrive sur des points hauts, c'est trop, trop, trop dangereux d'aller traiter sur un point haut. Hein, que ce soit ici ou peu importe le nombre de fois où on a fait des points hauts, quand on bat un record, le record, il peut simplement servir de résistance pour le prochain. Et tout d'un coup, pam, ça part. Et ça viendra chercher d'autres supports et après de rattaquer pour les résistances. C'est ça qu'il faut retenir sur le Bitcoin. Faut être patient, faut attendre qu'il se casse la figure. Et quand il se casse la figure, eh ben là, il faut être là et puis il faut dégainer. Il faut dégainer. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit sur Facebook et c'est le moment d'acheter. Je dis, ouais, il y a des opportunités maintenant. À vous de bien saisir parce que je suis pas tout le temps sur l'ordi ni sur le Natel pour regarder les prix afin de donner les bons moments où ouvrir. Mais après, il y a des niveaux clés. Les chiffres ronds, c'est les chiffres les plus faciles à retenir. Hein, les 6000, les 6005, hein, ou les 7000, les 7005. Ça, c'est des chiffres ronds. Vous arrivez à 6000, vous réfléchissez pas trop longtemps. Vous arrivez à 6000, il faut ouvrir. Là, vous voyez, j'ai ouvert à 6003. C'était pour vous montrer ce soir, après, pour faire des différents exemples pour les trades, justement, en clôture partielle et autres, qu'on va regarder tout à l'heure. Donc voilà, maintenant, on a déjà fait une bonne partie. L'idéal aurait été d'ouvrir à 5004. Donc à 5004, quand on voyait que ça commençait à remonter 5005, etc., 5006 et autres, quand on voit que la baisse était terminée, et ben là, même ça, on peut faire du scalping. Là, vous ouvrez si vous n'avez pas trop d'autres positions ouvertes, vous gardez votre compte sécure, bien sûr, toujours, et vous ouvrez une belle position sur le Bitcoin, et à la fin de la journée, vous clôturez si vous avez un compte qui n'a pas suffisamment de solde. C'est juste pour prendre quelques dizaines de dollars de gains. Maintenant, la sécurité. La sécurité du compte, c'est quoi? Quand vous avez votre marge limite à 345%, votre compte est sécure. Mais avec autant de positions ouvertes, votre compte peut vite aller à la catastrophe si toutes vos positions passent dans le négatif et dans le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des positions comme ça, où on a un compte, où vous gagnez beaucoup d'argent? Vous regardez où vous êtes. Si vous voyez que vous êtes proche de niveau, de support, de résistance, moyenne mobile ou je ne sais quoi, puis vous voyez qu'il y a un fort potentiel de bloquer, hein, on voit qu'on a déjà dégonflé, on peut dire, OK, bah, peut-être qu'aujourd'hui, ça va s'arrêter là, ça risque peut-être de repartir à la baisse. Qu'est-ce que je fais? Bah, là, j'ai beaucoup de gains, mais je ferme. J'encaisse, je prends mon gain. Puis, vous avez peut-être d'autres positions après qui sont encore ouvertes. Et à ce moment-là, vous dites, bah voilà, j'en ai 3 sur le Bitcoin, j'en ferme une. Mais fermez pas celle qui est la plus loin. Vous fermez celle qui gagne le moins, celle qui est la plus dangereuse. Celle que vous avez ouverte ici en pensant que ça allait repartir à la hausse. Vous gagnez peut-être juste $20, mais vous la fermez. Vous avez l'opportunité. Le marché vous donne l'opportunité de fermer la trade. Fermez-la. Laissez pas le marché vous redonner tort. Et après, vous êtes là 2 heures après, 2 jours après. Merde. Si j'avais pu, si j'avais su, si j'avais fait, si. Avec si, on met Paris en bouteille, comme on dit. Donc, quand vous avez été dans le jus et vous avez la possibilité de sauver votre position, vous sortez. Puis votre autre position que vous avez laissée plus bas, vous la laissez parce que vous êtes encore bon. Comme ça, vous avez 3-4 positions sur le Bitcoin, admettons, vous en liquidez une ou deux.
Vous limitez le risque si tout d'un coup correction se fait, au lieu d'avoir 3-4 positions en perte, vous en avez plus que une parce qu'elle était au milieu et puis l'autre elle est encore trop loin, vous êtes largement en gain, donc vous avez peut-être gagné moins, mais vous spéculez sur cette position-là, vous spéculez sur du long terme pour aller chercher beaucoup de gains. Par contre, l'autre qui était trop risqué, qui vous a fait perdre 50, 60 dollars la veille parce qu'elle s'est cassé la figure, puis maintenant que le marché remonte, mais vous la fermez, tchobon, au revoir. Ainsi, vous allez gagner de l'argent parce que vous avez fait quelque chose d'intelligent. Et pas de dire, ah bah maintenant c'est bon, j'attends que ça remonte. Non, prenez trop de risques. Et puis maintenant, vous avez votre marge qui a augmenté. Bon, bah là, j'avais la plus grosse position. C'est énorme là. Mais la marge, plus vous avez de marge limite, plus votre compte peut gérer des positions. Donc maintenant, ce que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que vous pouvez ouvrir des positions. J'ouvre des positions au bol. Je suis à 8000. Bon, il faut que j'aille un peu plus vite. On va ouvrir un peu plus gros. Là, je suis à 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez toujours le droit d'ouvrir des positions. Ah, je vais ouvrir un lot. 1000. Voilà, c'est ça que je voulais faire. J'arrive à 1000%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire non pas que vous n'avez plus le droit d'ouvrir des positions. Vous pouvez largement ouvrir encore des positions. Mais vous en avez tout un tas d'ouverts. Que 46 dollars. C'est pas le problème. Mais si vous voulez voir dans le temps la gestion de ces trades, pouvoir durer sur plusieurs jours parce que vous allez chercher du long terme ou bien parce que vous êtes trompé un petit peu puis vous allez chercher vos 1,18 par exemple dans l'euro USD ou dans le 1,17, peu importe, qu'est-ce que vous devez faire? Avoir une philosophie stricte. Vous dites aux 1000, ça c'est un exemple, c'est un conseil que je fais et que je donne. Après, vous le suivez, vous le suivez, vous le suivez pas, vous le suivez pas. Mais vous voulez avoir des réussites, vous voulez gagner, vous voulez pouvoir manager vos trades, sécure, sans prendre, pas sans prendre de risques, mais avec le moindre risque possible, 1000% vous arrêtez d'ouvrir des positions. Vous avez une opportunité sur le marché, vous dites, OK, ici je gagne de l'argent, je la ferme. Ça n'a pas changé, vous voyez, je suis là toujours à 1000%. Alors j'en referme une autre. Je suis à 1081. Bah, ça suffit pas. Ça veut dire que je peux pas ouvrir encore de nouvelles positions. Maintenant, vous avez une belle opportunité, bah, vous la loupez, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, sinon, vous dites, bon, bah, je ferme celle-ci et celle-ci. Je perds que 1 dollar. Je suis à 1225%. Ah, bah, je me dis, chouette, je peux ouvrir maintenant une position. Mais je peux pas ouvrir une grosse position parce que ça va me bouffer trop de marge. Donc voilà, je suis à 920. Bon, c'est pas les 1000%, mais c'est proche. Fait quoi? On n'ouvre plus de positions, c'est terminé, vous les laissez gérer. Et si vous faites ça chaque fois, vous êtes strict là-dessus. C'est votre panier. Vous gérez votre panier avec ces 1000%. Peu importe votre taille de position. C'est d'après votre solde. Votre solde s'adapte par rapport à ça. Là, on a dit 1000, mais ça aurait été 1000, ça aurait été pareil. On aurait adapté les positions, les tailles. Et comme je vous ai toujours dit, vous faites le calcul. 0,01, 150 dollars. Voilà, tout simplement. Et vous faites ça, vous appliquez ces deux règles, les 150 dollars par 0,01, et vous appliquez la deuxième règle des 1000% de marge limite, c'est la marge disponible, c'est ce qui vous reste pour gérer vos trades. Vous faites ça, et bien vous pouvez atteindre vos objectifs. Vous dites, bah voilà, je vais aller chercher les points ici, ça va prendre X jours peut-être, mais même si je perds à un moment 50, 60 dollars par position, mon compte, il va pas être en danger parce que j'ai gardé suffisamment de marge. Maintenant, si j'ouvre, parce que je fais le fou, parce que je me dis, bah c'est cool, je vais gagner beaucoup d'argent sur l'euro USD ou bien sur d'autres positions parce que j'ai plein d'opportunités sur le marché. Votre marge baisse. Qu'est-ce que ça va faire? Vous avez plus que 191% pour gérer votre panier. Ce qui fait quoi? Que tout d'un coup, vos positions que vous avez ouvertes se passent mal. Mais vu que vous en avez tout un tas, ou bien vous avez ouvert trop par rapport à votre solde, eh ben, ces 100% vont pas rester longtemps, ils vont descendre à 80, 70, 50. Et quand vous arrivez à 30, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a vos positions, elles sautent les unes après les autres.
Et c'est la fin de votre compte. Voilà. Et si vous voulez éviter que ça arrive, parce que là, la moindre erreur, elle est fatale, vous ne faites justement pas ça. Vous gardez 1000% et 1000%, je peux vous dire qu'il faut quand même y aller. Il faut vraiment être s'être sacrément trompé sur toutes les positions que vous avez pour faire sauter un compte. Ou alors, vous n'avez pas eu la présence d'esprit de les clôturer avant. Maintenant, je remontre. Comment fermer partiellement un trade? Vous allez sur Outils, votre MT4. Voilà. Vous allez sur Options. OK. Vous avez ici, dans l'onglet Trading, Trading en un clic. Vous décochez. Vous faites OK. Et depuis là, si vous voulez fermer, modifier un stop loss ou un take profit, ou peu importe, il va chaque fois vous demander confirmation. Ça veut dire que vous ne pouvez plus trader en un seul clic. Maintenant, j'aimerais fermer cette position. Eh ben non, je peux pas. Il va me faire, voilà. Si j'appuie sur ici, vente ou achat, ça va m'ouvrir une position. Donc maintenant, je choisis. Eh ben, je veux fermer la moitié. Je n'appuie pas ici, ni ici, sinon ça va m'ouvrir. J'appuie sur le jaune, clôture. Bam. OK. J'ai passé ici à la moitié. Je remonte. Là, on est sur 10. Je ferme 0,5. Il me reste 0,5. Et là, il me reste 0,04. Vous voyez? Ça, c'est pour le trading en un clic. Si vous le décochez, vous devez chaque fois confirmer quand vous voulez ouvrir, quand vous voulez fermer, quand vous voulez déplacer un stop loss, un take profit. Ça prend quelques secondes, mais c'est sécure, ça évite les petites erreurs. Comme moi, j'ai eu une fois, quand j'étais à 5003 sur le Bitcoin, j'ai eu ici une petite fenêtre qui s'est mise pour une mise à jour d'un programme. J'ai cliqué tout simplement 2 fois parce qu'elle partait pas. Et qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a cliqué sur ma croix, puis ça m'a fermé ma position. Et puis cette position-là, c'est celle que, comme je vous ai expliqué, j'avais plusieurs positions sur le Bitcoin. J'avais fermé les autres. J'avais dit celle-ci, je la garde jusqu'à ce qu'elle aille taper le ciel. C'était mon objectif dans ma tête. J'ai dit celle-ci, je la garde. À 5003, je la garde, je la vends pas. Bah oui, bah c'est mon ordinateur qui m'a fait vendre ma position. Et du coup, que les yeux pour pleurer. Donc, pour vous éviter ça, vous avez cette possibilité. Maintenant, ceux qui n'aiment pas ça, vous retournez dans Options. Vous remettez Trading en un clic. Vous acceptez les conditions. Mettez OK. Et là, si vous fermez, ça ferme de nouveau tout. Voilà. Est-ce que les explications par rapport à tout ça, ça a été clair pour vous? Oui, parfait. C'est vraiment important. Maintenant, j'espère que vous ne prenez pas ça comme des leçons de morale et autres, mais c'est la base du trading. Pour moi, quand vous aurez compris ça et que vous serez strict là-dessus, on va dire qu'avant, on cherchait du volume. Avant, on disait aux traders qu'il fallait faire du gain, tout le temps, du gain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, pourquoi ils ne traitent pas aujourd'hui? Puis pourquoi si? Ah, je me rappelle à l'époque, je recevais chaque jour des dizaines de messages. Est-ce que tu as traité aujourd'hui? Pourquoi tu n'as pas traité aujourd'hui? Puis pourquoi tu as fermé ci? Et puis pourquoi tu as fermé ça? Maintenant, si on part sur du trading, du vrai trading, on réfléchit où on ouvre, on réfléchit où on sort, et quand on ne peut plus ouvrir, on n'ouvre plus. Et puis pour moi, ma règle, elle est les 1000%. Et avec ça, je peux vous dire que votre compte, il est bien plus sécure que si vous gardez les 100% comme on faisait avant. 100%, c'était beaucoup trop bas.
Donc voilà, mes conseils pour moi, c'est vraiment primordial si vous voulez de la réussite, si vous voulez de la performance, que ce soit dans votre copie ou que ce soit dans votre façon de trader. C'est très très important de trouver une stratégie pour du money management. Celle-ci, elle est très sécure. Si vous en avez une autre, vous pouvez faire 500%, 600%, 800 ou 2000, peu importe, vous choisissez. Mais les 1000%, ça vous assurera vraiment de la sécurité pour votre compte. Alors, si vous avez des questions, je reste volontiers à disposition quelques minutes ensemble. Sinon, on se retrouvera jeudi et là, on va parcourir les comptes PAM, les informations diverses et variées sur le copy trading ainsi que sur Omega Trade. Et on parcourra encore le Bitcoin et les crypto-monnaies pour ce jeudi, si ça vous va. Alors, des questions ce soir ou pas du tout? Alors, je m'excuse pour ceux sur Facebook s'il y avait des questions, je n'ai pas du tout été regardé. Non, ça va, il n'y avait pas de questions. Pas de questions, alors super. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute ce soir. Je voulais savoir si le problème du compte PAM est réglé pour faire le versement. Alors Jack, le problème a été réglé, en tout cas je sais pour certains qui étaient bloqués, mais on ne peut pas choisir encore le compte de trading. Donc le problème majeur pour les comptes PAM, c'était que le compte de base était sélectionné pour le compte PAM, mais ceux qui avaient déjà copié avec le compte de base, le compte premier, ne pouvaient pas investir dans le compte PAM. Donc c'est toujours en cours, il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours. Les programmeurs et Omega Trade travaillent dessus. Et dès que j'ai des informations par rapport à ça, on vous fera soit un communiqué ou soit on vous l'informera par webinaire. Mais n'hésitez pas à contacter le support parce que des fois, on peut régler au cas par cas, on peut régler les problèmes. Donc n'hésitez pas à intervenir et à faire intervenir le support. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup et à jeudi. Bonne soirée, bye bye.